d'éviter de faire de l'anachronisme. Alors l'anachronisme en philosophie, c'est d'éviter de juger une situation, une pensée avec les catégories d'un temps qui n'est pas celui dans lequel, justement, les concepts, les visions ont été développés. Alors je vais aggraver le cas d'Aristote et puis je vais essayer de le réhabiliter. Aristote et Platon, ils n'avaient strictement aucun problème avec l'esclavagisme. Bien évidemment, Platon, il a dit, il y a des esclaves, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aux esclaves? Alors, est-ce qu'on peut dire, à partir de là, mais ce n'est pas le sujet là, c'est juste pour vous préparer à poser des questions, ça vous laisse 2 minutes de plus, c'est simplement, la philosophie grecque intervient dans un contexte social, politique, culturel, dans lequel il y avait tellement d'inégalités, tellement je dirais, de rapports de domination à dénoncer, sur lesquels il fallait se battre, etc., que, évidemment, il y avait un certain nombre de sujets qui ont été laissés de côté, la femme, les esclaves, etc. Et puis, on a vu que la pensée, heureusement, a évolué et qu'il y a des penseurs qui ont essayé donc, de prendre en charge quelque chose qui est de l'ordre de l'émancipation, qui concerne ces catégories qui étaient les oubliés des pères fondateurs de la philosophie. Et je voudrais faire la transition, puis je vais m'arrêter. J'ai apprécié plein de choses qui ont été dites par Patrick Ballon, et notamment cette idée qui me semble primordiale, qui consiste à bien distinguer ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui est de l'ordre de la culture. La nature, c'est la nature. Et la culture, c'est nous. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons, qui construisons, qui élaborons, qui sont capables de faire, de défaire, de dépasser, d'innover, etc. Ce qu'on appelle la culture, parce que la culture est une production humaine. Lorsque l'humain commence à vouloir justement se plier aux lois de la nature pour faire de la culture, là, ça ne marche pas à tous les coups. C'est même, ça marche rarement. En revanche, quand Patrick Ballon nous dit la question de l'action individuelle et collective, c'est comment on peut faire mieux, comment on peut améliorer. Et je pense que l'on soit, je dirais, croyant d'une je sais quelle religion, peu importe, ou que l'on soit libéral, ou que l'on soit marxiste, ou que l'on soit socialiste, etc., je pense que la plupart des idées qui ont été élaborées à travers l'histoire, pas toutes évidemment, sont porteuses de cette idée de comment on peut faire mieux. Alors je ne vais pas parler de la notion de progrès parce que je risque de me faire embêter encore par Patrick Ballon, parce que évidemment aujourd'hui le concept de progrès pose problème, mais c'est pas parce que la notion de progrès pose problème qu'on va renoncer à cette capacité que nous avons en tant que sujet, en tant qu'être pensant, en tant que créature dotée d'intelligence, etc., à ne pas renoncer à agir pour faire évoluer un certain nombre de pratiques, d'où justement toutes les questions qui ont été soulevées par Patrick Ballon. Alors, qui souhaite réagir? Oui. Bonjour. Bon, alors, moi, si je vous ai bien suivi, le problème de la visibilité des religions dans la sphère publique, des fois, je pense aux femmes musulmanes qui portent le voile. Vous dites, c'est parce qu'elles se sentent fragiles ici, donc elles veulent se montrer. Bon. Alors, comment expliquez-vous le fait que dans les pays musulmans, de plus en plus de femmes se voilent, alors qu'il y a quelques années, elles ne l'étaient pas? Là, ce n'est pas une question de fragilité. Pourquoi se remettent-elles à porter le voile? Alors, on va prendre 2-3... Non, mais vous voulez réagir? Oui, je comprends. Je n'ai pas dit que les femmes qui portaient un voile le faisaient par l'identité fragilisée. Le statut des femmes fragilise le statut de l'homme. C'est l'homme qui est son identité. En parlant d'homme-femme, on parle d'homme-femme, on ne parle pas de religion. Le statut de l'homme, son identité est fragilisée par le statut de la femme. C'est tout. Donc, cette globalisation dont nous parlons, eh bien, elle a un effet, aussi un impact en Algérie, elle a un impact au Maroc, elle a un impact en Tunisie, en Maghreb, partout.
Et donc, la tendance des mouvements religieux qui refusent cette globalisation-là, et cette désacralisation du territoire, eh bien, pour mettre un arrêt, ce qu'ils veulent, c'est voiler les femmes, mais dans ce signe-là, dans ce sens-là. Moi, j'ai fait beaucoup de débats sur le droit des femmes en Méditerranée, notamment, je l'ai fait au Maroc et en Tunisie. Bon, les 3/4 des femmes qui étaient là, bon, tout le monde était musulman, à part des intervenants, hein, mais les femmes étaient contre le voile. Oui, mais Toutes. moi j'ai eu l'occasion de recevoir chez moi pendant une quinzaine de jours une femme voilée qui avait fait son pèlerinage à la Mecque, était musulmane, pratiquante et tout. Et lorsque je lui demandais pourquoi elle portait ce voile, elle n'avait pas de réponse à m'apporter. Oui. Oui, il n'y a pas de réponse. J'explique, à l'Université d'Orléans, j'ai des étudiants en grande partie musulmans qui n'ont pas d'éducation religieuse poussée. Ils ne savent pas pourquoi. Je leur explique les origines du voile. C'est vrai qu'il n'y a aucune obligation coranique pour le voile. Voilà, mais peu importe. Je veux dire, nous ne sommes pas là pour interpréter les croyances des uns et des autres. C'est trop facile. Il y a 2 versets, un qui mentionne un rideau, un qui mentionne une demande de Mahomet que les filles de son groupe, de sa famille, quand elles sortent de sa tente, se rabattent les manteaux sur elles, sur leur poitrine, etc., pour qu'on les reconnaisse. Le voile, il est religieux que dans le catholicisme, avec saint Paul. C'est ça qui est intéressant. Dans les autres sociétés, le voile existe. Chez les Perses, il existe. Avant l'islam, il existe partout. C'est un marqueur social. Il existe chez les Romaines. Je ne défends pas le port du voile. Je suis totalement opposé au fait que les femmes soient marquées par une tenue vestimentaire qui définit leur sexe, leur genre, comme on dit aujourd'hui. Hein. Mais oui, c'est une pression sociale. Oui, c'est beaucoup une pression sociale. Mais ça n'a rien à voir, une personne peut être extrêmement croyante, extrêmement pratiquante, et ne pas porter de voile. Ce n'est pas lié. C'est ça que je veux dire. Pour moi, c'est une forme de provocation. Alors, je vais juste, si le sujet vous intéresse, madame, il y a une brillante universitaire française qui a fait une thèse sur ce sujet, et elle a fait un travail remarquable. 5 ans d'enquête, de travaux, de rencontres avec des centaines de femmes. Et puis elle nous rappelle, je dirais, les fondamentaux d'une approche scientifique, parce que quand on travaille sur l'humain, on doit aussi être vigilant sur les protocoles méthodologiques qu'on met en œuvre pour analyser un fait social, un fait politique, etc. Alors cette jeune femme, nous dit grosso modo que d'abord c'est un phénomène extrêmement complexe. Alors qu'est-ce que ça veut dire, un phénomène complexe quand on énonce un propos comme celui-ci? Ça veut dire qu'il y a une causalité multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs. Vous prenez un échantillon d'une centaine de femmes et vous allez avoir 15 à 20 raisons différentes qui ont fait que chacune a décidé ou pas de mettre le voile. Alors très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet, mais en même temps, je sais que c'est un sujet qui est symboliquement qui intéresse beaucoup de monde, mais pour moi, ce n'est pas le vrai sujet. Mais bon. Que nous dit cette jeune femme? Elle nous dit, première chose, qui rejoint la thèse de Patrick Bannon, la fragilisation de l'identité, elle est aujourd'hui portée par ce qu'on appelle la mondialisation. Je n'ai pas besoin d'habiter, je ne sais pas, à Saint-Denis ou à Fontenonville, en tant que musulman, chrétien, juif ou je ne sais pas quoi, pour me sentir fragilisé dans mon identité religieuse. Je peux me sentir fragilisé au fin fond de l'Atlas marocain, au fin fond de la Kabylie, au fin fond de l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que je suis dans le monde, à travers les chaînes de télé, à travers des films que je peux voir, etc. Et même si je ne bouge pas de mon village, je vois que ce monde qui est en train de se faire sous mes yeux est un monde que je ne comprends plus. Qu'est-ce que je fais? Je me raccroche à quelque chose de symbolique qui va s'appeler le voile. Deuxième catégorie, certaines jeunes filles disent, nous on met le voile parce que c'est leur déclaration, mais ça quand on fait de la sociologie, on ne se moque pas des déclarations des personnes interviewées, c'est pour trouver un mari.
Ah bon? Alors, c'est quoi le rapport? Ben parce que moi, dans mon quartier, si je ne porte pas le voile, ça veut dire que je suis une fille qui n'est pas une fille de bonne mœurs. Alors, pour pouvoir justement avoir un mari, je n'ai strictement rien à voir avec la religion musulmane. Je vais juste mettre ce symbole qui permet d'envoyer à un jeune homme ou à un groupe de jeunes hommes le message selon lequel, eh bien, contrairement à ce que vous pensez, moi je suis quelqu'un qui a une éducation, etc. Troisième raison, il y a celles qui veulent, justement, j'ai même eu en face de moi quelqu'un qui me dit je demande à ma femme de retirer le voile, et je lui ai même dit que si elle continue à porter le voile, je ne sortirai pas avec elle. Alors je me suis dit, mais c'est quand même étonnant cette affirmation, parce qu'elle est aux antipodes de ce que nous entendons tous les jours, qui est que les femmes subissent une injonction de la part de leur époux qui leur dit, si tu ne mets pas, j'aurais pu dire. Eh bien c'est cette femme qui dit, alors après, l'enquête est devenue plus intéressante, lorsque je suis allé discuter avec cette femme, j'avais le droit de discuter avec elle, quand même. Elle était voilée. Et donc je lui dis, mais alors pourquoi tu fais quelque chose que ne veut pas ton époux? Elle m'a dit, c'est la manière d'exister dans un rapport de force et donc d'affirmer mon identité. Je m'arrête là parce que je vous renvoie sérieusement, parce que je pense que les universitaires, ils ont tous les défauts du monde, mais sauf un, c'est que quand ils produisent quelque chose, il faut que ça soit sérieux, sinon leur thèse ne passe pas, parce qu'ils sont jugés par des pairs, etc. Donc c'est un travail extrêmement sérieux, qui nous rend beaucoup plus aptes et beaucoup moins péremptoires dans notre manière de porter justement des jugements sur des situations qui sont souvent d'une très grande complexité, d'où l'intérêt justement de ce type de travaux. On va peut-être partir sur une autre question. Juste une chose sur le voile, et on termine avec le voile. Je peux pas. Voilà. Non, parce qu'en soi, le voile n'a aucune importance. Voilà. Il faut déjà se libérer de ça. Le voile, c'est pas la burqa. Donc ce n'est pas les mêmes motivations, ce n'est pas les mêmes régions. La burqa, c'est la dissimulation de la femme, le voile, non. Le fait de couvrir les cheveux, c'est vraiment le christianisme, c'est vraiment symbole. Il n'y a aucun texte dans l'islam et dans les textes bibliques au Proche-Orient où on voilait les femmes pour cacher une partie du corps. On reconnaissait les femmes bibliques à leur beauté. Donc elles n'étaient pas cachées, elles n'étaient pas couvertes. C'est avec Paul qu'il y a l'obligation de couvrir les cheveux ou de se raser la tête d'ailleurs, parce que la femme séduisait les anges, etc. etc. Donc c'est un... Voilà. Nous avons en France un problème avec le voile. Tout simplement parce que la société est construite sur l'abandon de l'apparence sexuelle. Les personnes sont des personnes avant d'être des femelles et des mâles. Donc on a abandonné ça, on permet dans l'entreprise aux personnes de s'habiller comme elles veulent. Une femme, si elle veut porter un pantalon ou une jupe, elle fait ce qu'elle veut. On ne peut pas dire pour les femmes, c'est jupe. Voilà, c'est interdit. On n'a pas le droit d'avoir des obligations sexuelles. Et c'est vrai qu'à part le voile, ça peut donner l'impression qu'on resexualise la société, alors que nous avons voulu nous émanciper de la différenciation sexuelle entre l'homme et la femme, et de créer une sorte d'inégalité de visibilité. Voilà. Et donc, ça pose un problème à la société. Donc il faut le comprendre, c'est pas un rejet de l'islam, ça n'a rien à voir. Et je raconte souvent ce débat que j'ai eu avec une journaliste saoudienne. J'étais allé à Essaouira pour un débat justement sur le droit des femmes en Méditerranée, et elle revendiquait le voile en disant que sa carrière de journaliste, enfin, etc., le voile n'empêchait pas d'être une grande professionnelle, ce qui est évident. La seule question que je vais poser, c'est, oublions le voile, comment vous êtes venu d'Arabie Saoudite au Maroc? Et il fallait l'autorisation de son tuteur masculin. Donc, ce qui compte, c'est pas le morceau de tissu, c'est qu'est-ce que ça implique. Voilà. On va prendre peut-être 2 ou 3 questions pour pouvoir faire les réponses livrées. Oui, je trouve, comme d'habitude, très, très intéressant ce qui se dit, ce qui se débat. Et on vient de loin, le temps passe, et je trouve que je ne suis pas passéiste, mais je trouve que c'est bien de débattre. Quand il y a le débat, il y a une pluralité, biodiversité.
Et il y a donc il y a réflexion et voile, pas voile, enfin les gens, quels qu'ils soient, moi ce qui m'importe, c'est la liberté de penser, c'est l'esprit critique, et c'est ce fameux triangle que je dis souvent, c'est les trois identités. Des identités culturelles, familiales et individuelles. Ce triangle-là, dès qu'on part de ces trois choses, c'est très difficile de les équilibrer. Il y a forcément des dominations, des influences, etc. Et ça, je suis contre ça. Je suis contre que quelqu'un va me dire ce que je dois faire, à partir du moment où je ne nuis pas à sa liberté, à son... On peut s'exprimer. À partir du moment où il ne va pas avoir un côté d'invasion, de propos, etc. D'où la démocratie, c'est quelque chose de pas forcément idéal, mais c'est quelque chose, on n'a pas trouvé mieux pour moi. Je trouve que ce que vous disiez tout à l'heure sur la journaliste était très très intéressant. C'est effectivement, voilà, elle a ça, mais elle a dû, pour se libérer, elle a dû avoir l'avis d'eux. Pourquoi elle avoir l'avis d'eux? Je suis moi-même une entité, je prends la parole là maintenant, ici maintenant, je dis des choses, je n'ai pas besoin de mon voisin ou de quelqu'un qui va me dire ce que je dois dire. D'où voilà, c'est une époque à la fois où les moyens de communication sont énormes, ils sont divers, ils sont colossales, où je fais quelque chose, ça peut être connu dans le monde entier. Oui, mais à un moment donné, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça va faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche, ou est-ce que ça va faire avancer les réflexions profondes ou autres? Je crois qu'à un moment donné, imposer à des gens, de toute façon, de tout temps, imposer à des gens des principes dus à leur couleur de peau, de leur religion ou leur statut social, pour moi, ça n'a aucun sens. Et je me battrai, tant que j'existe, à ce niveau-là. Bravo Jacques, bravo. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions Est-ce que la réponse la moins mauvaise, c'est la laïcité? On n'a pas trouvé de réponse pour l'instant à ce problème de coexistence. Alors oui, c'est intéressant. Parce que... alors la laïcité, on est les seuls en Europe à avoir un principe de laïcité dans la Constitution. Et n'oublions pas que la laïcité ne concerne que les relations entre l'État et les religions. Ça veut donc dire que ça concerne, par exemple pour les entreprises, que les entreprises de services publics. Voilà. Pas les PME, pas les entreprises de droit privé. Donc une entreprise de droit privé n'a pas le droit dans son règlement intérieur de restreindre le droit, la liberté religieuse par exemple, ou autre, n'a pas le droit de limiter ce droit. Ça pose des problèmes dans une entreprise quand les gens se mettent à faire 3 prières, c'est pas agréable. C'est pas possible. Non, mais c'est pas le fait que des personnes prient qui pose un problème. Chacun a droit à sa propre. Bon, il faut gérer. Voilà. Alors, où est la difficulté? Où est la difficulté? Non, parce que moi, j'essaie toujours de dire qu'il ne faut pas réagir à une situation. Il faut au contraire la prévenir, c'est-à-dire l'anticiper. On ne peut pas être en réaction. Les personnes qui veulent prier ont le droit de prier. Voilà. Déjà, partons de cette liberté fondamentale qui, de toute façon, est dans la Constitution. Mais sur le temps de travail? Alors, non. Mais évidemment. Évidemment. Mais les religions sont des entités extrêmement intelligentes et vivantes, je voudrais dire. N'oublions pas que toutes ces religions ont d'abord été des avancées sociales. Au moment où elles se sont construites, elles étaient des avancées sociales. Aucune religion n'a pour vocation d'interdire de travailler. Donc il y a toujours un moyen dans une religion que les personnes travaillent. Donc le problème des temps de prière a été réglé par des imams, des rabbins et des prêtres au Xe siècle, où ils discutaient en disant est-ce qu'on a le droit de prier sur son lieu de travail? C'était le problème de tout le monde. Et ils ont répondu non. Donc depuis, ils ont le droit, chacun dans sa croyance, à grouper les prières. Donc dans l'islam aussi, les 2 prières de la journée peuvent être groupées le soir ou le matin, le soir. Les gens le font, c'est comme pour Ramadan, les gens ont le droit de suspendre un jeûne, mais
et le reporter à une autre période, il y a une liberté. C'est les personnes qui se mettent le carcan. La religion n'est pas l'ennemi de cette situation-là, c'est ça que je veux dire. L'autre chose, c'est que dans l'entreprise, ça pose un problème, si les personnes tiennent à le faire, mais là, on est en rupture du contrat de travail. Ah si. Parce que si vous avez des temps de pause qui sont actés, par exemple avec les syndicats, etc., et qu'on arrête à 10h, on arrête à midi, on arrête à 15h30, c'est comme ça pour tout le monde. Le problème des temps de prière, c'est que dans l'islam, c'est jamais à la même heure. Voilà. Donc il y a un vrai problème d'organisation pour des travaux d'équipe. Voilà, c'est tout. Mais généralement, ça se règle. L'autre problème, c'est la volonté de certains de vouloir prier ensemble. Parce que pour des raisons de croyance, plus on est nombreux et plus la parole monte. Donc il faut aussi accepter l'idée que les gens le croient. Donc ça pose le problème. Voilà. Mais l'entreprise a totalement le droit de dire non. Et si la personne impose son temps, eh bien, elle est en rupture de son contrat de travail. C'est tout. Par exemple, une personne croyante qui, du jour au lendemain, décide de ne pas toucher de charcuterie, qui travaille dans un supermarché, qui dit « je ne toucherai plus d'alcool ou de charcuterie », peut être licencié. Ça a été le cas, la personne a été licenciée, ça a été confirmé. Le contrat de travail est souverain. Voilà, c'est comme ça. Alors après, il ne faut pas, bien sûr, entrer dans une logique de discrimination. Si une personne dit « je veux m'absenter » et vous dites « votre fête n'est pas à mes yeux une fête, vous vous absenter », ça c'est de la discrimination. Si en réalité l'absence de la personne est préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise, à ce moment-là, vous avez le droit de dire non. L'entreprise, il y a le contrat de travail. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des caissières chez Casino qui refusent de facturer, de faire payer l'alcool. Ils disent aller à une caisse. Non, mais c'est une rupture du contrat de travail. Donc il faut se mettre au niveau. Retenez pas le numéro de la caisse. Non mais je pense que c'est un sujet qui est suffisamment sérieux pour peut-être dire quelques mots dessus et puis partir sur autre chose, parce que si on réduit la diversité uniquement à son aspect religieux, on appauvrirait le débat. Le problème, c'est toujours, enfin pardonnez-moi, mais c'est quand on parle d'un sujet et qu'on n'a pas, je dirais, la connaissance du dossier sur lequel nous sommes. Le législateur, en France, il sait ce qu'il fait. Parce que quand on sort une loi, je ne vous raconte pas tous les cheminements par lesquels on va passer, et en France, s'il vous plaît, parce que c'était quand même jusqu'aux 30 dernières années, si je m'en tiens à ce que me disaient mes profs de droit quand j'étais étudiant, la référence en matière de droit, c'était la France, dans le monde entier. Bon, maintenant, on a des concurrents, c'est pas grave. Mais les juristes français sont considérés, en tout cas, la génération de mes profs était considérée comme les meilleurs. Donc, tout ça pour dire qu'il vaut mieux ne pas s'improviser quelque chose qu'on n'est pas. Patrick Banon a répondu de manière extrêmement claire. La loi est extrêmement claire quant au fonctionnement d'un salarié sur son lieu de travail. Alors après, la loi ne peut pas tout prévoir, et heureusement, sinon ça s'appelle des systèmes totalitaires. Et la loi, qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit qu'à partir du moment où l'entreprise est susceptible de subir un préjudice dû au comportement d'un salarié, que ce comportement ait un fondement religieux, qu'il ait un fondement, je ne sais pas, idéologique, qui est, je ne sais pas, par exemple, je peux ne pas être religieux et puis tenir des propos à un client en faisant l'accueil, des propos qui sont aux antipodes de ses convictions idéologiques, auquel cas je peux le faire fuir. Et bien à partir de là, il y a un préjudice, et si le préjudice est attesté, eh bien la loi elle est très claire, je n'ai pas le droit d'être à l'origine d'un préjudice de quiconque, et encore moins vis-à-vis de mon employeur. Donc, monsieur, la rupture du contrat de travail est explicitement prévue par la loi. Il n'en demeure pas moins, et c'est pour ça qu'il faut être aussi avoir l'intelligence
de se dire comment on peut aussi lire intelligemment une loi et comment faire en sorte que la loi ne devienne pas l'aliment du conflit et de la relation de tension. Dernière chose, la plupart, mesdames, parce que ça peut intéresser tout le monde, mais ça reboucle avec mon sujet tout à l'heure sur le web. La plupart des pays qui ont l'islam inscrit comme une religion d'État, et c'est la majorité des pays musulmans, eh bien, les gens ne s'arrêtent pas pour faire la prière quand ils sont sur une chaîne de production. Dans les pays musulmans, dans lesquels il n'y a pas de principe de laïcité et dans lesquels l'islam est une religion d'État. Alors après, il peut y avoir des spécificités locales, il y a effectivement des exceptions, il peut y avoir des exceptions, mais la majorité des pays musulmans n'ont pas prévu, à chaque fois que le muezzin annonce la prière, les gens arrêtent. Je vous assure qu'il n'y aurait plus aucun investisseur qui irait investir dans un pays dans lequel le fonctionnement d'une chaîne sera totalement régi par la loi de la Lune. Parce que c'est la Lune qui... Non, c'est pas... L'année est lunaire, comme dans la tradition juive. Et quand la prière n'est pas prévue toujours à la même heure, et le ramadan n'intervient pas toujours à la même heure, c'est pas parce que ces gens-là sont des fous ou c'est des gens qui ne savent pas raisonner. C'est que l'année lunaire est une année qui n'est pas calée sur les 365 jours de l'année grégorienne. Et à partir de là, ça se décale de 13 jours tous les ans. Et deuxième chose, la prière, les heures de prière sont en fonction du lever et du coucher de soleil. Ça n'est pas programmé au niveau de l'horloge de Greenwich, c'est pas Greenwich qui décide, c'est la position de la Lune, c'est la position du Soleil et c'est la durée de la journée. Donc vous imaginez la complexité de la gestion de ce genre de contraintes dans des pays musulmans qui accueillent des investisseurs, et Dieu sait qu'il y en a un certain nombre. Donc, la conclusion, c'est ce qu'on appelle les identités défensives. Lorsque je vais dans une entreprise et j'entends des gens qui me disent « moi, il n'y a pas question, moi je veux prier collectivement, etc. » Et ces gens-là ne comprennent pas l'islam, je leur dis « je suis désolé, c'est vous qui ne comprenez pas d'abord l'islam. » Et pourquoi vous êtes... Parce qu'il faut bien qu'on existe. Voilà. La phrase est lâchée. Il faut que j'existe. Ça s'appelle une identité défensive. Alors, autre cas cité dans la nomenclature de la jeune femme qui a fait sa thèse sur le voile, beaucoup de jeunes filles disent, dans une société d'anonymat, il faut bien trouver le moyen d'exister. Alors, elles répondent très clairement, il y a des punks, il y a des gens qui mettent des trucs là qu'on met, je sais plus, il y a des gens qui se font des mèches rouges, etc. Moi, je me fais mon voile, parce que j'ai envie de sortir de l'anonymat. Et vous faites la prière, pas du tout. Bon. Alors, oui, juste ajouter des petits coups, je suis tout à fait d'accord, hein, évidemment, mais juste dire qu'il y a pas mal d'entreprises où il y a quand même des personnes qui gèrent le temps religieux et qui signalent le moment de prière à leur co-religieux. Et donc ça, on a ça aujourd'hui dans des entreprises assez importantes, la RATP, des filiales de Suez, où il y a des personnes qui ont décidé qu'elles tenaient le calendrier et elles signalent à tout le monde il faut y aller, ce qui pose un problème si nous l'acceptons de prosélytisme passif, c'est-à-dire ceux qui ne le font pas s'excluent ou s'auto-excluent leur propre groupe et donc sont obligés de se joindre s'ils n'y avaient même pas pensé avant. Hein, donc quelque part nous sommes responsables. Hein, et donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, la loi elle est très claire, liberté religieuse, constitutionnelle, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais restriction. Aucune liberté n'est illimitée. Donc les restrictions elles sont très claires. Je dirais même pas le préjudice, hein, le préjudice il fait partie bien sûr, mais le bon fonctionnement des équipes. Simplement le fonctionnement des équipes. Si le fonctionnement est altéré, eh bien non, ça ne peut pas être accepté. Tous les problèmes liés à la sécurité, les problèmes liés à l'hygiène, les problèmes liés à l'image de l'entreprise, le problème lié aux troubles à l'ordre public, mais ça marche à tous les niveaux. Il y a une femme qui portait un chemisier transparent. Voilà. Ça change de quoi, Mais bon, à mes yeux, c'est pareil.
Hein, elle a été licenciée pour trouble à l'ordre public. Les religions, nous avons le droit juridiquement de limiter leur expression. Voilà. Les Digambaras des Indes, les vêtus du ciel, vivent nus. Pour des raisons religieuses, ils vivent nus. Bon. Autre question majeure, que faisons-nous de l'individu fumeur? Ben, dans le même ordre. Non, c'était une plaisanterie, mais qui rentre un petit peu dans le cadre aussi, puisqu'il a fallu aménager aussi le temps de travail, puisque nous ne pouvons plus fumer dans nos espaces professionnels. Il faut sortir. Concernant la diversité, ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense que les médias ont un rôle à jouer, puisque au lieu de dire le problème, ils traduisent, on pourrait le traduire par le sujet actuel ou un thème actuel, et ils transposent d'une façon assez hypocrite en thème ou en problème dangereux, qui positionne l'autre, c'est-à-dire l'autre personne qui est en face de moi, en tant qu'ennemi, et non plus en tant que personne intéressante à connaître, sans que ce soit ami, mais positif. Quel est le rôle réel que jouent réellement les médias, et quel rôle devraient-ils jouer? Merci. Non, mais je veux juste ajouter quelque chose là-dessus, c'est important. C'est leur faute. Les médias sont responsables de la caricature qu'on peut faire des uns ou des autres. Il n'y a pas une année où il n'y a pas une couverture, disons l'islam de France, et on va voir le portrait d'un imam saoudien, donc ça n'a rien à voir. On va avoir les juifs de France, et on va avoir droit à quelqu'un avec des papillotes et une barbe comme ça, alors que les Juifs de France, c'est pas ça. Hein, donc on est dans et maintenant on va caricaturer les catholiques de France comme la famille pour tous, là, avec les anti-mariages pour tous, donc et le logo avec les enfants. Donc maintenant ils vont être caricaturés comme ça. Donc oui, les journalistes ont une énorme responsabilité, c'est eux qui caricaturent. Tout à l'heure on parlait des... C'est pour ça que la circoncision, je tiens à dire un mot, parce qu'on y est, c'est exactement ça. C'est la façon de diaboliser l'autre, de le déshumaniser, le diaboliser. Et donc les médias sont responsables, mais les parlementaires, je parle de ceux de l'Europe, avec l'histoire de la circoncision, le sont aussi. Hein, parce que quand ils disent qu'ils veulent interdire, qu'il faudrait interdire la circoncision des enfants sous prétexte que ça leur fait mal, c'est dangereux, donc ça voudrait dire que les parents sont donc irresponsables complètement. Ça voudrait dire que eux, ces parlementaires-là, savent mieux pour leurs enfants que ces personnes qui pratiquent ces rites. Je vais y arriver. C'est long, c'est pour ça. Parce que la circoncision, par exemple aux États-Unis, 75% de la population est circoncis. Pas pour des raisons religieuses, c'est proposé à l'hôpital, à la naissance, parce qu'on sait que ça empêche un certain nombre de maladies et de MST, etc. Donc ce n'est pas une mutilation, donc c'est un choix. Alors, contre ou pour, la question n'est pas là, c'est un choix et c'est pas forcément un choix religieux. Donc, mais la façon dont c'est montré par le Conseil de l'Europe, en fin de compte, déshumanise totalement en disant de ses parents, en fin de compte, ils n'ont pas le même respect que nous avons pour les enfants. Ça me pose un problème très intéressant, parce que c'est le même rapport avec l'alimentation. J'ai essayé de démontrer plusieurs fois que dans la restauration collective, non, oui pour le choix alimentaire, non pour l'alimentation sacrée, qui crée des séparations, mais beaucoup des arguments qui étaient donnés étaient de dire le halal comme le kasher, je ne suis pas l'avocat de ces
d'alimentation, mais il disait le halal et le kasher sont des rites cruels envers les animaux. Hein, ça a été le grand débat, etc. Moi, je trouve que quand on veut adresser un sujet aussi sensible, il ne faut pas prendre des arguments qui ne soient pas des arguments fondés. Ce qui me gêne avec l'accusation de cruauté envers les animaux, c'est que c'est une argumentation des nazis. Et que dans les années 30, c'est eux qui, au nom de la cruauté envers les animaux, ont interdit le kasher aux juifs. Et qu'ensuite, cette législation, une fois que le Troisième Reich s'est développé, eh bien, c'est appliqué un peu partout en Europe. À partir du moment... Et le but, c'était pas ça. Le but était de diaboliser des populations qu'ils allaient ensuite exterminer. Hein, et c'était surtout pour les empêcher de s'installer. Donc ils sont diabolisés de la même façon que les chrétiens, au début du christianisme, considéraient que ceux qui n'étaient pas chrétiens, ils les accusaient par exemple de cannibalisme. Hein, on a toujours, à travers l'alimentation et le traitement des enfants, diabolisé celui qui est le plus loin du centre de la Terre dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc l'argumentation de la protection des enfants pour la circoncision n'est pas le bon. Je trouve que le seul qui pourrait tenir comme argument, c'est de dire « je ne vais pas décider de la religion de l'enfant », mais ça ne tient pas non plus. Mais ça ne tient pas non plus parce qu'au départ, ce sont des rites qui avaient, comme le baptême, qui avaient pour objectif de protéger des enfants à la naissance et que s'ils mouraient en bas âge, eh bien, ils étaient accueillis dans l'autre monde, etc. Ils étaient protégés. Vu le nombre de mortalité d'enfants, c'était une façon de se protéger, de le faire le plus tôt possible. Mais je vous rappellerai qu'il y a la confirmation après. Hein, et dans le judaïsme, il y a aussi comment ça s'appelle ? Voilà, exactement. Hein, donc il y a la confirmation qui suit. Oui, donc je trouve que ça déshumanise et ça diabolise. Voilà, donc ce ne sont pas les bons arguments. Maintenant, les animaux souffrent. Moi, je ne mange pas de viande. Je pose une question. Le David de Michel-Ange à Florence, c'est une sculpture magnifique. Est-ce qu'il est circoncis, Manu ? Non, il n'est pas circoncis. Mais parce que c'est pas forcément David. On l'appelle le David, mais est-ce que c'est David ? Ouais, je vais vous dire, j'ai été voir tout exprès et il y a vraiment une différence, ce qui me fait penser, j'ai pas d'opinion, enfin, et je pense qu'il l'est. Et que Michel-Ange est un grand sculpteur. Ah bah oui. Alors non mais ça m'a vu parce que là vous avez abordé un sujet que mon dada. Non mais c'est amusant. Mais non, parce qu'on parlait d'Aristote justement tout à l'heure, sans y revenir. Voilà, c'est amusant. Les Grecs et les Romains étaient vent debout contre la circoncision. C'est-à-dire que vraiment, Antiochus IV Épiphane en 3e siècle avant Jésus-Christ, qui était un descendant des généraux d'Alexandre le Grand et qui régnait sur le Proche-Orient, il a voulu interdire la circoncision. Résultat, c'est devenu un rite très important et de citoyenneté alors qu'il était plutôt discret. Je rappellerai que dans les textes bibliques, c'est à peine cité la circoncision. Hein, c'est que tout le monde le faisait, c'était pas forcément un signe religieux. Hein. C'était une pratique qui était traversée dans tout le Proche-Orient. Donc, Antiochus IV essaie de l'interdire. Adrien en 135 l'interdit aussi. Hein. En réalité, il voulait interdire l'émasculation des enfants et donc la castration, parce que les femmes préféraient avoir des amants castrés, parce que c'était leur sécurité. Voilà. Donc il y avait un marché parallèle de jeunes. Donc du coup, il avait interdit tout, et au passage, il a interdit la circoncision. De toute façon, c'était populaire, c'est passé. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait un bouquin sur les rites de circoncision.
qui est illisible, mais qui était un travail d'années. J'ai fait sur le voile et j'ai fait sur les rides. Quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il y a deux visions de la société. Vous avez d'un côté le Proche-Orient qui a une vision de la société autour de la procréation, homme, femme et procréation, c'est-à-dire renouveler l'acte divin de création du monde, de l'homme et de la femme, en recréant le monde à travers l'acte sexuel qui est sacralisé, donc les rites, etc. Donc la relation sexuelle entre l'homme et la femme, et on le retrouvera dans le Cantique des Cantiques et des textes comme ça, où vraiment l'acte sexuel et l'érotisme de la relation est sacralisé, puisqu'il reflète le rapport des hommes avec la divinité. Mais chez les Grecs et les Romains, non. Hein, les Grecs, ils sont plus dans une logique de métamorphose que dans une logique de procréation. Hein, et les Romains, ils vont inventer l'adoption. Il n'y a pas un César jusqu'à Vespasien qui va donner la couronne à son fils. Ça va toujours être des enfants adoptés qui vont régner jusqu'à Vespasien. Donc ils n'ont pas cette logique de la procréation, de cette filiation. Donc il y a déjà deux sociétés qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre au niveau de la structure même sociale. Et en plus, ils considéraient que la circoncision c'était un acte barbare, que les hommes avaient l'impression d'être toujours en érection. Et puis, c'est ce qu'ils disaient. Hein. C'est le priapisme. Voilà, c'est ce qu'ils disaient après. Ils disaient que ça donnait cette impression-là. Et eux sacralisaient, entre guillemets, la longueur du prépuce. Le fameux Aristote qui savait tout.